tout le monde était convaincu dans mon entourage que je ne pouvais pas faire un autre métier que le journalisme. Même avant de faire ce journal-là, à la maison, on estimait qu'on m'appelait Ebo et la même cadeau. D'où vient le financement de ce média? Dire que l'argent du CFOOT ne vient uniquement que de nos autres activités serait mentir. Le tissu footballistique du football camerounais n'a jamais été plus déchiré aujourd'hui que par le passé. Nous n'avons pas pleuré Samuel Eto'o. L'actualité d'ailleurs ces jours-ci, c'est quoi? L'État du Cameroun a décidé de payer une dette à Antonio Contessao, l'ancien sélectionneur. Et aujourd'hui qui paye ça, c'est l'État qui paye. Alors comment vous voulez donc qu'un État qui paye les dettes de l'Africa Foot ne s'ingère pas dans la gestion de l'Africa Foot? Lorsqu'un pouvoir dur n'est plus productif, il devient même dangereux pour la société, pour les populations, pour tout le monde. Il faut être malhonnête pour ne pas admettre que le pays va mal. Théo Schmitter, les paroles s'envolent, les écrits restent. Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir un jeune homme qui a pris les deux pour changer le paysage du football camerounais. C'est un petit homme que rien n'est destiné à la gloire et au succès. Quoi qu'il en soit, il est long, qui a redéfini les règles du football camerounais. C'est un homme de cœur, c'est un entrepreneur, c'est un homme de terrain, c'est une voix qui porte. J'ai le plaisir d'accueillir Denis Ikoul de CFOOT. Alors après le lycée, donc, je me suis inscrit à l'université de Douala, où j'ai choisi comme filière communication. Après 2 années, il fallait se spécialiser parce qu'à l'université de Douala, on a le choix entre faire communication pour des organisations, communication publique, communication pour le développement ou encore communication sociale et médiatique pour ceux qui aimeraient faire carrière dans le journalisme. Et c'est ce que moi j'avais choisi à l'époque. J'ai donc obtenu une licence dans cette filière et dans cette spécialité-là, communication sociale et médiatique. Par la suite, je me suis inscrit en master, toujours en communication sociale et médiatique. J'ai fait tout le premier semestre normalement. Par la suite, il y a un stage qui est arrivé au niveau du côté de Radio Sport Info de Martin Kamimim. Big up à Martin Kamimim. Voilà. Parce que c'est quand même une référence du... Tout à fait, on dit bonjour sport. papa. Voilà, bonjour papa. Donc une fois là-bas, j'ai passé les 6 premiers mois de stage, ça se passait plutôt bien. Sauf qu'il me devenait un peu difficile de joindre à la fois l'école d'un côté et le stage qui était vraiment énergivore, c'est-à-dire tu as peut-être d'énergie et beaucoup de temps aussi. Et passionnant. Oui, et passionnant surtout. Et à un moment, j'ai été contraint de faire un choix et je me suis dit que je devais beaucoup plus apprendre le métier de journaliste en étant dans une rédaction plutôt qu'en poursuivant des études académiques à l'université où voilà, on t'apprend bien de choses, mais du côté pratique, il n'y a pas grand-chose. J'estimais déjà avoir un background assez suffisant après les 4 années, enfin 3 années et demie que j'avais faites. Et donc, j'ai donc décidé, comme ça, au second semestre, peut-être au 2e mois du second semestre à Master 1, de ne faire que la radio. Je suis resté en radio. Et au 8e mois, voilà, on a estimé que j'avais le profil qu'on aimait, je pouvais apprendre, je pouvais progresser. Et c'est comme ça que j'y reste. On commence à me payer un petit, voilà, de quoi payer le transport. donc là, ce que tu me dis, c'est que tu prends la décision de laisser tes études pour te mettre à fond dans l'entreprise. Est-ce qu'à ce moment-là, tu considères ça comme un risque de folie? Est-ce qu'aujourd'hui, tu conseilles aux jeunes qui ont ce dilemme-là de sauter le pas et de prendre de tels risques? Alors, il faut dire que je ne pars pas de zéro. J'ai quand même une licence d'abord, avec voilà, tout ce que cela englobe comme connaissances que j'ai pu acquérir de mes enseignants à l'université. J'ai un premier semestre en master aussi. Et donc, quand tu as une licence, ça veut dire que quelque part, tu as déjà un certain niveau de compétences, de connaissances. Voilà, c'est mieux de dire comme ça, de connaissances, qui te permettent de pouvoir aller peut-être te perfectionner en entreprise. C'est pour ça qu'on fait des stages. Alors, pour revenir à votre question, est-ce que je conseillerais aux jeunes de faire comme moi? Pas forcément. Chacun a ses qualités, chacun a son talent, chacun a son parcours. Les plus grands journalistes au monde ne sont pas ceux qui ont des doctorats. Il y en a même qu'on connaît dans notre société qui n'ont que le bac pour certains. Maintenant, il est toujours bien pour les jeunes de se former. C'est très important. Après le bac, il faut aller faire une école de journalisme si vous voulez être journaliste pour pouvoir mieux, n'est-ce pas, apprendre le métier et être humble et progresser dans le monde de l'entreprise. Donc, moi, j'ai un parcours un peu atypique, je vais dire comme ça. Mais je pense que j'ai davantage appris à Radio Sport Info. Je travaillais parfois jusqu'à 3 h du matin
parce qu'il fallait rester attendre les matchs de Copa América qui se déroulaient très tard, en heure du Cameroun ici. Voilà. Et c'était un peu ça. J'ai appris de mes collègues, j'ai appris du patron, j'ai appris de tout le monde en essayant, n'est-ce pas, d'appliquer les théories que j'avais apprises à l'école au niveau de l'entreprise. Donc, voilà un peu. D'accord, toujours pour rester sur ton enfance. Récemment, on a reçu ta fils ici, qui est un grand manager très connu au Cameroun, et qui nous disait qu'en fait, ses parents avaient eu une telle importance dans sa carrière aujourd'hui. L'éducation de ses parents, ça veut dire par exemple le fait qu'on le poussait à lire, les qualités notamment de travail, etc. Est-ce que toi, dans ton parcours, dans la carrière que tu as aujourd'hui, tu penses qu'il y a une partie d'éducation que tes parents t'ont donnée? Évidemment, et même peut-être au-delà de mes parents, de l'ensemble de ma famille, parce que il faut dire que j'ai grandi avec ma grande sœur, qui était comme ma maman. Elle et moi, entre elle et moi, il y a un écart de plus de 20 ans. D'ailleurs, son premier fils est mon aîné. Et donc, j'avais à la fois mes parents et ma grande sœur qui étaient là pour pouvoir m'encadrer. Maintenant, est-ce qu'ils ont eu un impact sur ma carrière aujourd'hui? Certainement, parce que je me souviens qu'en 2002, effectivement, je faisais le cours moyen 2. Et il y a le club journal de l'école primaire. Vous avez fréquenté l'école Saint-Gérard d'ailleurs. Et j'étais le principal présentateur du journal le 10 février. Le 10 février, c'était le jour de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2002. Et voilà, j'avais marqué les esprits ce soir-là en présentant le journal qu'on avait préparé avec les enseignants, peut-être 2-3 semaines plus tôt. Et voilà, tout le monde était convaincu dans mon entourage que je ne pouvais pas faire un autre métier que le journalisme. Le talent était déjà. Voilà, c'était comme ça dès le départ. Même avant de faire ce journal-là, à la maison, on estimait que, on m'appelait Boy, il a même mes cadeaux à l'époque. On estimait que je parlais, je voulais toujours poser des questions, j'avais toujours des postures journalistiques. Et donc, voilà, j'ai juste suivi le rail qui était déjà tracé par la nature. Et avec l'aide et l'encadrement des parents qui ont été souvent là pour, d'ailleurs, vous envoyer à l'école. Parce que s'ils ne sont pas là, vous ne demandez pas à l'école. S'ils ne sont pas là, personne ne vous motivera à donner le meilleur de vous-même. Quand je décroche le stage à RSI à l'époque, à Bali, je dois payer tous les jours en aller et retour 1000 francs de transport. Et je dois manger là-bas et tout. Parfois, tu dois te retrouver en train de quitter de chez toi à 6h30 pour rentrer à 3h du matin. Et si tu n'as pas les parents qui t'accompagnent, si tu n'as pas la famille qui t'accompagne, tu ne t'en sors pas parce que tu es stagiaire, tu n'es pas payé. Et donc, moi, j'ai eu l'appui de mes parents qui, pendant un long moment, ont dû financer ce transport-là, cette nutrition pour y aller, voilà, ce train de vie. Et ça a permis que je puisse, n'est-ce pas, atteindre mes objectifs jusqu'aujourd'hui. Et on continue de progresser comme ça. Excellent, incroyable. On voit bien que depuis le début, il y a eu du talent, il y a eu du travail, il y a eu de la persévérance, etc. Il y a surtout la passion. La passion. Tout à fait. Est-ce que toi, tu penses qu'aujourd'hui, en dehors de la passion que tu viens de citer, est-ce que tu penses que le mindset est important pour être un entrepreneur? Et pour toi, quelles sont les principales qualités du mindset, justement, qui sont nécessaires pour y arriver? Déjà, il faut avoir beaucoup de volonté. De la volonté, parce que je pense que la volonté est l'élément qui sous-tend toute ambition. Quand tu n'as pas de la volonté, quand tu n'es pas suffisamment motivé à faire quelque chose, lorsque dans ton esprit, tu n'es pas préparé à réaliser quelque chose, il est difficile de faire la chose. Aujourd'hui, par exemple, tout ce que je fais, je n'ai pas l'impression que je travaille. J'ai l'impression que je m'amuse à faire tout ce que je fais au quotidien. Il faut déjà avoir beaucoup de volonté, avoir le sens du travail. Il faut beaucoup travailler. Il faut beaucoup travailler, se donner le sens du sacrifice surtout. Parce que moi, j'apprends tous les jours en fait. J'apprends des années, je lis beaucoup, je suis beaucoup de documentaires en ligne sur YouTube. D'ailleurs, chez moi, on me demande souvent à quel moment je dors. Parce que je suis en train de suivre des podcasts de beaucoup de personnes entre 23h et parfois 4h30 du matin. Je suis des podcasts, je ne m'arrête pas en fait. Parce que j'estime qu'on apprend des autres. Donc, pour être un bon entrepreneur, pour être un bon leader, il est important de déjà savoir, d'avoir des sources d'inspiration, d'être suffisamment motivé, d'avoir de l'abnégation et surtout de beaucoup travailler. Quand tu travailles, les objectifs finiront toujours par être atteints. Donc moi, c'est un peu ça, le petit cocktail qui fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Excellent, excellent. On va passer aux choses sérieuses. Ouais. Comment est né le média que certains surnomment déjà aujourd'hui, le média des hiboux? Comment est né le média C'est Foot?
On va aller tout doucement, étape par étape. On va commencer par la genèse. Comment est né CFoot et en quelle année? Il faut dire que déjà, ce qui est appelé aujourd'hui CFoot n'était pas CFoot au départ. Il y avait un autre nom que je préfère ne pas dévoiler. Et cette page, à l'époque, n'était que Facebook, a été créée en 2012. En 2012 par des jeunes étudiants, il y avait moi, il y avait un autre collaborateur. On a créé comme ça pour rendre compte de l'actualité du football camerounais à l'époque. Il y a eu beaucoup de mutations au niveau de l'appellation, peut-être 4 mutations au niveau de l'appellation depuis 2012. Mais le projet, l'idée d'en faire une organisation sérieuse, une entreprise, née à partir des années 2017-2018. Alors là, à l'époque, en 2017, j'avais déjà fini mes études à l'université, j'avais déjà eu des expériences en radio. Et j'avais même peu avant abandonné le projet CFoot à mon collaborateur qui balançait des informations de temps en temps. Après, quand j'arrive donc à la radio, j'y travaille à RSI, ensuite Mediafrique Radio qui est aujourd'hui devenu Dash, de Boni Dachako. Quand je me rends compte des difficultés qu'ont les journalistes à joindre les deux bouts, les difficultés qu'ils ont dans leur travail au quotidien, je me dis, tiens, pourquoi ne pas être indépendant? Pourquoi ne pas aller dans quelque chose qui peut te permettre de te fixer des objectifs personnels et de les atteindre à travers le travail? Parce que quand vous travaillez pour quelqu'un d'autre, vous pouvez avoir des objectifs, mais ils sont toujours tributaires, ils sont toujours dépendants de la volonté du patron de l'autre côté. C'est-à-dire, si vous dites ne faites pas ça, vous n'allez pas faire. Si vous ne faites pas ça, vous n'allez pas faire. Donc c'est comme ça qu'en 2018, après la CAN 2017 remportée par le Cameroun, je décide donc de rentrer du côté de CFoot avec mon collaborateur de 2012. Et quand j'y arrive, j'estime qu'il faut passer vraiment à autre chose. C'est ainsi que lui, qui avait des moyens jusqu'à ce moment-là encore, décide on s'entend et on lance un site internet. C'était www.cfootmag.com. Parce que j'estime que si on reste uniquement sur Facebook, c'est bien, mais ce sera encore plus crédible si on a un site internet. Et moi, je sais écrire, je sais faire des articles, et c'est comme ça que je m'y mets. Au quotidien, j'écrivais parfois 12 articles en une journée. Parfois 12 articles. Ouais, quand tu es plus jeune, il y a la motivation. Tu veux montrer à tout le monde que tu peux, voilà, tu es engagé. Et donc, c'est ainsi que je me mets à fond. J'essaie d'avoir des activités sur le football camerounais, sur les footballeurs camerounais évoluant à l'étranger. Et dans les groupes WhatsApp de sport dans lesquels je suis, les gens réussissent à m'identifier comme une source crédible, comme quelqu'un sur qui on peut s'appuyer quand on veut des informations sur le football. Avec l'aide de nos différentes pages, Facebook, Twitter, Instagram aussi, où on boostait les publications. Quand je dis booster, ça veut dire que l'information sur le site, on prend le lien, on met sur la page Facebook pour donner davantage de poids et pour élargir le spectre d'internautes et de lecteurs. Ça a donc pris, ça a pris, et c'est ainsi qu'en 2019, j'estime que le nom qu'on avait jusqu'à ce moment-là ne me correspondait pas. On avait déjà changé de nom 2 fois, et là on était devenu P de foot, donc P, D, E et foot. J'estimais que c'était un peu lourd au niveau de l'appellation, et donc j'ai proposé à mon collaborateur qu'il fallait, je l'appelle mon patron, hein. C'est mon patron, je lui ai proposé qu'il fallait qu'on passe à quelque chose de plus digeste, de plus simple à prononcer et de plus impactant, parce que les grands médias aussi ont cette particularité-là d'avoir des appellations qui sont simples. Vous allez voir RFI, vous voyez, c'est comme ça que vous décidez de passer à CFoot. Okay, très bien. Quand on passe à CFoot, donc, on refait le site internet, on change 2-3 éléments à l'intérieur. On travaille, mais après, on a un peu des difficultés au niveau du site. Pourquoi? Parce que à un moment, j'étais hyper sollicité à gauche et à droite et je ne pouvais plus écrire seul. On a pris quelques rédacteurs avec qui on a travaillé, mais à un moment, on ne pouvait plus financer les salaires et autres. Le train de vie. On va y venir sur le train de vie. Et le site aussi est devenu, c'était compliqué. Il faut payer l'hébergement, il y avait déjà beaucoup de charges. Le site a donc disparu à un certain moment. On était à la veille de 2021. On est donc resté sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, où on a connu une ascension vertigineuse, fulgurante, au niveau des abonnés en quelques années. Et aujourd'hui, sans risque de me tromper, nous sommes parmi les meilleurs, parmi les leaders en termes d'audience en matière de foot au Cameroun. Et que pensez-vous de ceux qui disent que CFoot a connu une ascension fulgurante justement à partir du moment où Eto'o est venu à la tête de la direction du football camerounais? J'ai pas envie de dire que c'est faux. J'ai pas envie de dire que c'est faux, parce que dire que c'est absolument faux serait faire montre de mauvaise foi. Vous voyez,
Mais ce qu'il faut dire, c'est que en 2021, avant Samuel Eto'o déjà, actuellement nous sommes à 680 000 abonnés. Mais en 2021, avant Samuel Eto'o, nous étions déjà à plus de 200 000 abonnés. Et évidemment, M. Eto'o est la plus grande star de l'histoire du football africain, pour moi. Au-delà de ses performances sur le terrain, c'est quelqu'un voilà, qui attire beaucoup de sympathie autour de lui. C'est vrai qu'il est aussi clivant, on en parlera peut-être plus tard, mais il attire aussi beaucoup de sympathie. Sa générosité, ses exploits sur le terrain font que c'est quelqu'un voilà, qu'on ne présente plus. Et quand vous avez une personne de ce type-là au niveau d'une institution de football dans votre pays, et que vous êtes le média, l'unique média à ce moment-là spécialisé en matière de football, évidemment que les gens sont tentés de venir chercher l'information chez vous. Et donc, de fil à aiguille, ça va vous drainer davantage d'internautes. Mais il faut dire que 2021 a été une année assez déterminante pour nous, parce que Samuel arrive à la fédération en décembre 2021. Et il y a la CAN qui se joue au Cameroun dans la foulée en janvier 2022. Et je pense que l'un des véritables propulseurs, des véritables détonateurs de notre ascension, c'est aussi la CAN qui se joue au pays. Parce que les étrangers viennent chez vous, ils veulent des informations. Et là, on avait un peu ouvert. On n'était plus seulement concentré sur le Cameroun. On faisait des directs d'avant-match, pendant le match, de mi-temps et d'après-match. Et donc, on a eu sur sur les 3 semaines, je crois, qu'a duré la CAN, on a eu plus de 200 000 autres abonnés immédiatement, qui n'étaient pas seulement des Camerounais, qui étaient des Congolais à la faveur des polémiques qui sont nées pendant cette CAN-là, coronavirus et autres. Les gens venaient à la source d'informations et nous faisions des directs de partout. Nous étions à Bafoussam, nous étions à Yaoundé, nous étions à Douala, où on faisait des directs. Et donc, ça attire des followers, du public international. Tout à fait vers nous. Et le professionnalisme que nous avions jusque-là déjà a fait que, voilà, si je suis abonné et que vous voyez des visuels CFoot chez moi et que vous n'êtes pas abonné, forcément vous allez vous demander mais c'est qui ces gens qui font des trucs aussi beaux, voilà, un tel travail. Et voilà, c'est comme ça que les chiffres ont explosé. Et oui, pour résumer, peut-être j'ai envie de dire que on ne peut pas nier que Samuel Eto'o a été un propulseur aussi de ses fautes. Oui, on ne peut pas le nier. Le nier serait vraiment de mauvaise foi. Mais il n'y a pas que lui. Il y a que le Cameroun, entre 2020 et aujourd'hui, a accueilli des compétitions. Il y a eu le CHAN, il y a eu la CAN. Il y a eu une sorte de boom dans l'univers footballistique camerounais. Il y a les stades qui ont été construits. Et donc, le public s'est davantage intéressé au football. Et par conséquent, nous qui sommes la plateforme, je n'ai pas envie de dire de référence, ce serait être pas très modeste. On peut oser aujourd'hui quand même. La plateforme de référence du football camerounais qui est CFoot. Voilà. Et justement, je rebondis sur le sujet pour dire, CFoot aujourd'hui récompense les meilleurs joueurs du football camerounais chaque mois. Chaque mois, oui. Vous déplacez des journalistes à travers le Cameroun et des fois même l'Afrique pour couvrir les événements. Certains ont tendance à dire que CFoot est financé par André Onana pour les uns, par le ministre des Sports pour les autres, et par les nombreux ennemis qu'il faut le reconnaître, Samuel Eto'o a au sein de ce pays. Ouais. D'où vient le financement de ce média? Écoutez, il faut dire que en dehors de travailler pour CFoot d'abord, personnellement, j'officie pour d'autres médias qui sont des médias internationaux. Moi, depuis 2021, je travaille pour 2020 d'ailleurs, Africa Foot United, qui est un site international basé en France et qui me paye pas mal. Qui me paye pas mal pour un journaliste, déjà. Et mon collaborateur aussi, il a ses petits revenus qu'il gagne dans d'autres entreprises, qu'il peut aussi injecter de temps en temps. Maintenant, dire que l'argent de CFoot ne vient uniquement que de nos autres activités serait mentir. Évidemment, CFoot, c'est un média, une plateforme qui draine, qui suscite, n'est-ce pas, l'intérêt de tous ceux qui tournent autour du football. Et donc, on a des petits contrats avec des petites académies qui veulent faire la promotion de leurs activités. On a des contrats avec d'autres sites internet qui veulent aussi faire... En l'occurrence, le Bled Parle. Le Bled Parle, en l'occurrence, qui veulent faire aussi la promotion qui veulent davantage vendre leur contenu. On a des petits contrats comme ça qu'on gagne, ça et là. Et voilà, quand vous êtes un bon gestionnaire, à un moment, vous trouvez la bonne passerelle pour pouvoir, n'est-ce pas,
gérer une des activités. Alors, ceux qui disent que c'est X ou Y qui nous finance, mais j'ai envie de leur demander, lorsqu'on déploie 4 reporters lors de la CAN 2022, on était aussi financé par tous ces gens-là. Est-ce qu'il y avait ces conflits au Cameroun à ce moment-là? Pas encore. Donc non, c'est une perception purement camerounaise où on estime qu'il faut toujours être soutenu par X ou Y pour pouvoir faire des choses. Non, nous n'avons pas beaucoup de moyens. Moi, je n'ai pas l'air d'un riche. Je ne suis pas riche. Mais je pense que j'ai commencé à expliquer tout à l'heure. Je pense avoir été clair, mais peut-être pour être plus concret et plus direct, il faut simplement dire que CFoot, c'est mon argent propre, que je travaille sur d'autres sites et dans d'autres affaires, premièrement. C'est l'argent de mon collaborateur aussi, qui met aussi sa part d'argent et Dieu seul sait combien. Il est pour beaucoup dans le financement de CFoot. Après, comme je vous l'ai dit, on a des petits contrats qu'on décroche ça et là avec des académies, avec des entreprises, avec d'autres sites internet. Et voilà, c'est comme ça qu'on réussit à joindre les deux bouts. Maintenant, il y a aussi des dons qu'on peut recevoir de personnes qui apprécient ce que nous faisons. Mais on ne va pas budgétiser en début de mois en se disant qu'on va recevoir un don de X ou Y, non, parce que c'est des dons vraiment spontanés et sur lesquels on ne peut pas bâtir un projet. Donc aujourd'hui, tu dis de façon concrète que CFoot ne reçoit aucun financement de la part des personnalités. Mais CFoot existe depuis très longtemps. Et je pense que les conflits dans le football n'ont commencé qu'il y a quelques années. CFoot existait déjà, avec des opinions sur eux, peut-être pas au même niveau, mais le temps qui passe permet qu'on puisse grandir et c'est normal. Je ne sais pas si vous voulez que nous soyons aujourd'hui au niveau où nous étions il y a cela 4 ans, 5 ans, 6 ans. Non, nous avons évolué et quand on évolue, on trouve des mécanismes pour grandir avec des financements aussi importants que cela impose. Là, j'ai le sentiment qu'on tourne un peu autour du pot, donc je vous pose la question de façon franche et directe. Qu'est-ce que vous avez contre Samuel Eto'o? Wow. Qu'est-ce que Samuel Eto'o vous a fait? Pourquoi est-ce qu'il occupe une telle importance dans votre média? Alors la réponse, elle est simple. CFoot est un média spécialisé dans le football. Ça veut dire que ce dont nous traitons au quotidien, c'est le football. En d'autres termes, s'il n'y a pas de football au Cameroun, il n'y a pas CFoot. Il y a peut-être c'est autre chose. Peut-être c'est politique, c'est économie, c'est... Et quand vous traitez de football, il est évident que le centre de votre actualité au quotidien doit être, n'est-ce pas, l'institution qui gère le football, les compétitions qui sont organisées par cette institution et tout ce qui tourne autour du football ayant pour épicentre, n'est-ce pas, la Fédération camerounaise de football qui aujourd'hui a pour patron Monsieur Samuel Eto'o. Donc, je ne sais pas, ce procès, je le comprends très mal. Je le comprends mal parce que nous sommes un média thématique. Nous avons une spécialisation, si vous voulez, c'est le football. Et je ne comprends pas pourquoi on peut reprocher à des gens qui doivent traiter du football au quotidien de parler de l'instance qui organise le football. Je ne sais pas pourquoi on ne fait pas le même procès à Equinox de parler tous les jours des routes qui sont mauvaises. Il ne se passe pas une semaine sur Equinox Télévision au journal sans qu'on nous montre une route qui est mauvaise. Mais quand CFoot choisit de parler de ce qui ne va pas bien à la fédération, on estime que c'est de l'acharnement, on a un problème personnel contre X ou Y. Mais non, je demande souvent aux gens, pourquoi vous ne pensez pas que ceux qui passent le temps à ne dire que du bien de la fédération, eux aussi c'est une forme d'acharnement contre l'intelligence des Camerounais. C'est-à-dire il se passe des situations qui sont clairement négatives, mais des gens tapis dans l'ombre sur la toile, vous les présentez comme étant des situations normales, correctes, comme étant des exploits. C'est aussi une forme d'acharnement contre l'intelligence des Camerounais. Mais ça, on ne le voit pas. On voit juste CFoot qui présente les choses telles qu'elles sont, de façon suffisamment factuelle, sans toutefois dénaturer les faits. Et on estime que c'est de l'acharnement parce qu'on est vraiment à fond dans ce que nous faisons. Non. Moi, je m'inspire beaucoup des médias occidentaux. Et je vous promets que quand vous suivez un média comme RMC Sport, quand vous suivez un média comme AS, comme Marca, comme Mundo Deportivo, des médias internationaux, oui. Quand il y a une actualité importante sur une personnalité importante, sur un joueur, n'importe qui soit important, mais les gars, ils ne te lâchent pas. Ils ne lâchent pas. Toutes les 15 minutes, il y a un article qui sort par rapport à cette situation-là. Mais au Cameroun, comme on n'a pas la culture médiatique nécessaire pour pouvoir comprendre ces phénomènes-là, on estime que c'est de l'acharnement, qu'on en fait un peu trop, qu'on est payé pour faire ci, qu'on est payé pour faire ça. Non.
autant on estime que ces foot parlent, on leur présente ce qui ne va pas bien à l'Africa Foot, autant on doit aussi s'indigner du fait que certaines personnes veulent toujours systématiquement présenter même ce qui ne va pas bien comme étant des avancées notables et ils le font vraiment avec acharnement. Donc moi je ne comprends pas ce procès. Votre réponse est très très pertinente. Effectivement dans les médias internationaux il y a beaucoup de polémiques. D'ailleurs beaucoup de Camerounais vous appellent le Daniel Riolo camerounais. Est-ce que c'est un surnom qui vous plaît? D'autres d'ailleurs vous appellent aussi le père des Ibous. De toute façon j'ai beaucoup de surnoms au Cameroun. Vous savez, lorsque j'ai commencé à être un peu plus critique, parce qu'il faut dire que je ne suis pas né, enfin je n'ai pas commencé avec des exécutifs de Samuel Eto'o à être critique directement. Moi j'ai cru au projet. J'ai cru au projet Eto'o. D'ailleurs, c'est faut accompagner le projet Eto'o lors de la campagne. Parce qu'on estimait que on a trop entendu qu'il faut que le football revienne aux footballeurs et on avait aussi envie de vivre cette expérience-là du football aux footballeurs. Alors, malheureusement, le journaliste que je suis a le devoir d'avoir du recul face à certaines situations pour les apprécier de façon objective et de donner un avis vraiment sans état d'âme face à ce qu'il voit, ce qu'il perçoit du fonctionnement de ce football-là. Et donc, il y a un certain nombre de décisions qui ont été prises directement par l'exécutif actuel qui ont fait que, personnellement, je me déconnecte un peu de ce côté accompagnons, allons-y, applaudissons, ok, vis-à-vis de cette fédération-là. Lorsque M. Eto'o arrive à la fédération, les premières décisions qu'il prend, c'est quoi? C'est-à-dire réviser le contrat du coq sportif, c'est de chasser Conceição. Là, je vous coupe. Allez-y. Parce que certains voient ça sous le prisme de dire, ok, ce sont des décisions qui ne sont pas forcément pertinentes. Mais est-ce que ce n'est pas aussi oser changer le Cameroun? Est-ce que ce n'est pas aussi de dire, ok, on a besoin d'un Camerounais comme nous pour prouver que les Camerounais peuvent faire. On a besoin de mettre aussi la France de côté avec le coq sportif pour prendre d'autres marques, oser changer la donne. C'est finalement ce que demandent les jeunes. Mais le problème, c'est qu'à l'heure des résultats, aujourd'hui, on se rend compte que c'était de l'arnaque. Parce que Rigobert Song, qu'est-ce qu'il apporte au Cameroun? Rien du tout. On sort d'une canne avec Conceição, où on était quand même 3e, et là on était 4e. On sort en 8e de finale. De l'autre côté, le coq sportif qui est parti, on a amené One Hot Sport, qu'on nous a présenté comme étant l'équipementier avec le contrat le plus juteux de l'histoire du Cameroun. Aujourd'hui, on a que nos yeux pour pleurer. Alors nous avons commencé, personnellement, j'ai commencé à dénoncer tout cela dès le départ. Les gens estimaient que non, c'était de l'acharnement et tout, machin. Tu en fais un peu trop sur Eto'o, lâche-le un peu, laisse-le travailler. Ok. Aujourd'hui, à l'heure des résultats, qu'est-ce qu'on voit? Je suis d'accord pour qu'on dise qu'on veut nationaliser le poste d'entraîneur, par exemple, ou alors qu'on veut tirer le plus grand bénéfice de l'équipementier. Je suis entièrement d'accord là-dessus. Le problème, c'est que il faut, dans la gestion, pouvoir mesurer les différents risques et évaluer pour voir si la décision qu'on prend aujourd'hui n'aura que des répercussions positives sur le futur, dans le futur. Quand vous écartez un mec qui a encore 2 ans de contrat comme Conceição, dites-vous bien qu'à un moment, il va aller du côté du TAS et de la FIFA et qu'il aura gain de cause et que vous devrez l'indemniser. Est-ce que pendant les 2 ans de Rigobert Song, on a suffisamment gagné de choses qui légitiment aujourd'hui le fait qu'on soit en train de payer plus d'1 milliard de francs CFA à Conceição pour l'avoir limogé? La réponse est non. Est-ce que le fait qu'on ait mis One Hot Sport à la place du coq sportif aujourd'hui nous a ramené suffisamment d'argent qui légitime le fait, la mise à l'écart du coq sportif à l'époque? La réponse c'est non. Ce sont des faits, Coco. C'est pas des choses, c'est pas des vues de l'esprit, c'est pas des choses que j'invente ou alors que j'imagine dans ma tête. Non, c'est des choses que nous vivons au quotidien. Le problème, c'est que le Camerounais est complètement nihiliste. C'est-à-dire, lui, il refuse d'accepter la réalité. Il voit des choses là, il estime que non, j'ai ma part de vérité dans ma tête, je garde ça, je reste comme ça. D'ailleurs, on nous a dit que certaines personnes ont toujours raison. Et donc, vous comprenez qu'on est sorti complètement de l'objectivité. Et les gens, malheureusement, sombrent dans cela. Et quand vous essayez de faire montre d'un peu de lucidité pour avoir un regard critique sur une gestion, on estime que c'est de l'acharnement, on estime que vous faites mal votre travail. Mais aujourd'hui, moi, je lis les commentaires souvent surréalistes. Des gens qui disent « Ah, Ikoul, tu es un journaleux. Ikoul, tu n'es pas journaliste. Ikoul, tu n'es pas. » Je dis ça, je ris. Parce qu'à l'époque, jusqu'à un certain moment, lorsque personnellement, j'estimais qu'après 5 jours, Samuel a quand même fait bouger les choses, les lignes, à travers un certain engouement qu'il a ramené autour du football. On a estimé cette fois-là que j'étais le meilleur journaliste du monde. Mais justement mais pourquoi que je commence à critiquer, on estime que je suis le pire journaliste du Cameroun. Mais justement, c'est ça Camerounais disent que c'est parce que Eto'o vous a fermé les portes de l'Africa Foot que vous avez retenu votre veste. Et d'ailleurs,
cet argument peut être pris en considération. Fermer les portes, c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il n'a pas vous laissé, il ne vous a pas laissé l'opportunité, par exemple, d'être un média important, un média important au sein de la FECAFOOT. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression que CFOOT n'est pas un média important aujourd'hui au Cameroun? Ouais, mais sur un autre prisme. Sur un autre prisme. Non, non. Donc, entre guillemets, vous savez très bien que Eto'o, par exemple, ouvert les portes à beaucoup de ses proches et même de ses anciens ennemis. Par exemple, c'était le cas d'Enos Obama qui est un de ses proches à qui il a ouvert la porte. C'est aussi le cas, par exemple, de Bernard Tutan qui était un de ses critiques à qui il a ouvert la porte. Et on a d'autres cas, comme par exemple Jean-Bruno Tagne, qui est un journaliste qu'on ne nomme plus au Cameroun, à qui Eto'o a ouvert la porte et qui par la suite a fermé. Et on a vu ce que ça a donné tout de suite. C'est-à-dire qu'une fois qu'Eto'o a dit ok, je t'ai appelé pour une expertise, tu t'en vas. Jean-Bruno Tagne a retourné sa veste en disant au final Eto'o c'est une arnaque. Et ce qui aujourd'hui donne des résultats comme des gens Bruno Ventre et tout ce qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux. Quel est votre regard? Mais déjà, il faut dire une chose. Lorsque M. Eto'o ouvre la porte à des Camerounais, ce n'est pas en tant que journaliste. Attention. Que ce soit M. Tagne, que ce soit M. Obama, que ce soit d'autres encore, ce n'est pas en tant que journaliste. C'est dans un rôle complètement différent, dans des rôles complètement différents. Et là, ils sont plus journalistes, ils arrêtent d'être journalistes. Ok, on est d'accord. Alors, une fédération n'a pas pour vocation d'ouvrir les portes à Ikoul, qui n'est que journaliste. Ils font leur travail en tant que fédération, je fais le mien en tant que journaliste. Maintenant, il peut y avoir des zones de convergence ou alors des zones de divergence. Ok. Le problème, c'est qu'en face, eux, ils ont considéré les zones de divergence comme de l'adversité. Ok. Alors qu'un média a le droit, de façon absolue, de ne pas être d'accord par rapport à la gestion d'un exécutif à la tête d'une fédération. C'est normal. Sous d'autres cieux, c'est normal qu'il y ait des gens qui critiquent. Le problème, c'est qu'on a aujourd'hui à la tête de notre fédération quelqu'un qui, de façon naturelle, considère la critique comme de l'adversité. C'est-à-dire quand vous osez le critiquer, vous êtes un adversaire. Souvenez-vous, je ne vous apprends rien, lorsque notre ami Benjamin Didier Banlok, qui était l'ancien secrétaire général de la fédération, a été mis de côté, a démissionné, pardon, parce qu'il estimait qu'il ne peut pas faire la danseuse du président. C'est quoi la danseuse du président? C'est le fait de ne jamais critiquer le président, c'est le fait de le voir beau, même quand il n'est pas beau, c'est le fait de l'accompagner, même quand il va droit au mur, c'est le fait de ne jamais oser placer une objection face à ce qu'il te dit, même si tu vois que là, il est complètement à côté de la plaque. Donc, moi, en tant que journaliste, je n'ai pas pour vocation d'être, qu'on m'ouvre les portes à la fédération. Non, je fais mon travail, je respecte ce qu'ils font comme travail, ils font le leur, ils respectent ce que moi je fais comme travail. Malheureusement, ils ont poussé les relations entre CFOOT et la fédération à tel point qu'aujourd'hui, je le dis avec beaucoup de regrets, on se regarde malheureusement en chien de défaillance. Et moi, je fais toujours mon travail. Quand je vais me placer devant le siège de la fédération pour me filmer avec mon collaborateur Yvan Kamoa, on fait des photos pour dire aux Camerounais que voici l'état du siège de la fédération. Mais c'est factuel. C'est du fact-checking, c'est comme ça que ça s'appelle en journalisme. Tout à fait. Okay. On a dit que non, le siège on l'attaque en janvier. On a attendu 13 mois, donc une année est passée, un autre mois est passé. Nous, en tant que médias citoyens, on estime que non, il faut donner la bonne information aux Camerounais. On se lève, on prend le bus, le train, on va à Yaoundé, on va faire des images de nous devant le tas d'immondices, devant la fédération pour se filmer et montrer aux Camerounais que voilà, le siège qu'on vous a annoncé qu'on devait construire il y a de cela 13 mois, il est statu quo. En quoi est-ce que c'est de l'acharnement, si ce n'est faire un travail de façon acharnée? Parce que les gens au Cameroun pensent que le mot acharnement est un mot complètement péjoratif ou alors négatif. Non. Faire son travail de façon acharnée, c'est quelque chose de bien. Et nous, chez CFOOT, faisons notre travail de façon acharnée pour rendre compte des faits. Alors, si nous, à CFOOT, avec acharnement, faisons plutôt de la propagande pour l'exécutif de la fédération, nous serions considérés par des Camerounais comme le meilleur média. Ikoul serait aujourd'hui le meilleur journaliste du monde, peut-être même plus que Martin Kamim, qui est un papa pour moi. Mais comme nous sommes un peu critiques aujourd'hui, on estime que nous sommes les pires personnes, les pires journalistes du monde. Donc, pour revenir à votre question, la fédération n'a pas pour vocation de m'ouvrir les portes à moi. Ils ont ouvert les portes à M. Obama, à M. Jean-Bruno Tagne, en tant que dans d'autres rôles qui sont différents des rôles purement journalistiques. Aujourd'hui, où M. Obama n'est plus à la fédération, où est-ce qu'il fait à B-News? Un excellent travail. Pour peu qu'il ose critiquer, en tant que journaliste cette fois-ci, ce qui se fait à la fédération, on le tense de tous les noms. On estime qu'il a retourné sa veste. Alors qu'il a deux rôles complètement différents. Et en fonction, deux statuts complètement différents. Et en fonction des statuts,
ont un rôle bien défini. Quand tu es responsable communication de la fédération ou alors quand tu es porte-parole du président, tu portes sa parole, tu es un outil de propagande du président. Mais quand tu quittes cette posture et que tu deviens journaliste, monsieur, je suis désolé, tu es vraiment journaliste. Et c'est ce que monsieur Obama fait. Aujourd'hui, on le taxe de tous les noms d'oiseaux. Oui, mais le sentiment qu'on a, par exemple, quand on part pousser foot, par exemple, le sentiment qu'on a, c'est que Samuel Eto'o n'est venu qu'avec des problèmes, qu'avec des cas pas concrets. Ouais. Alors qu'il y a quand même des bonnes choses qui ont été faites. Il y a quand même un engouement qui a été fait autour de la venue de Samuel Eto'o. Il y a eu des promesses, il y a eu le salaire des joueurs qui a quand même changé. C'était pas comme ça auparavant. Il y a eu un engouement autour du championnat camerounais, autour de la Coupe du Cameroun. Jamais les Camerounais sont intéressés à la fédération, par exemple, au fonctionnement des Lions indomptables. Mais quand on voit comment vous traitez l'information, on a le sentiment que Eto'o n'apporte rien, qu'il est absolument vide et qu'il doit partir tout de suite. La seule vraie chose, et la plus grande, et la plus concrète, que M. Eto'o et son exécutif ont apporté au football camerounais, c'est de nous avoir ramené des gens qui n'ont rien à voir avec le football dans le débat footballistique. Vous voyez, aujourd'hui, quand vous osez parler de football, il y a des jeunes influenceuses, il y a des gens qui étaient autrefois animateurs, il y a des gens qui n'ont jamais... Effectivement, il y a des gens... Oui, sauf que chacun doit faire son rôle. L'affaire de tout, il y a des supporters qui doivent être là pour supporter et d'autres qui doivent être là pour applaudir, pour critiquer comme nous, en tant que journalistes. Mais ce que M. Eto'o a réussi à faire, c'est à mettre au centre du game, aujourd'hui, des personnes qui n'ont aucun rôle, qui devraient avoir aucun rôle actif dans le débat footballistique. Mais aujourd'hui, quand Ikoul parle, Ikoul qui a quand même de l'expérience en matière de football au Cameroun, tu vois pas une jeune influenceuse qui va se lever là-bas et dire qu'Ikoul est hibou, Ikoul raconte des bêtises, Ikoul est un faux journaliste, Ikoul raconte n'importe quoi. Tout ça, c'est à mettre à l'actif de l'exécutif de M. Eto'o. Okay? Il y a des gens qui, en longueur de journée aujourd'hui, n'ont pour travail que de faire des vidéos pour dire que ceci est bien, que Ikoul a dit ceci, et on veut le contredire, que tout va bien et que Ikoul veut tout peindre en noir. Il y a des gens qui n'ont jamais regardé un match de football entièrement, même à la télévision, mais qui sont devenus de grands experts contradicteurs à la solde de la fédération aujourd'hui. Donc, pour moi, c'est son plus grand mérite. Et ce n'est pas que mauvais. C'est pour ça que je passe ça dans le côté positif. Pourquoi? Parce que quand les gens s'intéressent à une discipline, c'est toujours bien. Même comme, à la vérité, ces mêmes gens qui parlent de football tous les jours sur les réseaux sociaux, on ne les voit pas dans les stades, malheureusement. Et ça, c'est là où le bas blesse. Donc, pour revenir sur votre question, qu'est-ce qui a été bien fait? Il y a ce côté-là, où on nous a ramené des analphabètes du football dans le débat sportif. Pour moi, c'est pas mauvais parce que ça anime un peu le game. Et à côté de ça, il y a eu un engouement réel à la faveur de l'arrivée de Samuel Eto'o à la fédération. C'est-à-dire, les gens sont davantage, les fans de Samuel qui sont très nombreux au Cameroun, s'intéressent désormais à la chose footballistique. Le seul problème, c'est qu'ils ne restent pas leur rôle. Ils ne restent pas dans leur rôle, en fait. Ils ne jouent pas leur vrai rôle. Ils veulent se muer en grands débattants, en grands débatteurs, alors qu'ils n'en ont pas les compétences, ils n'en ont pas la qualité. Mais malheureusement, les dirigeants de cet exécutif leur ont donné une place très importante, à tel point qu'ils font des contenus. Et ils ont même des informations exclusives qui leur sont servies par la fédération, alors que ceux mêmes qui ont la légitimité de travailler, on leur, entre guillemets, ils sont un peu comme ils sont un peu blacklistés, malheureusement. Donc, pour moi, c'est ça. Vous avez tout à l'heure évoqué la question des salaires. Vous dites que les salaires sont désormais payés, mais ça, c'est une vue de l'esprit. C'est pour ça que je vous dis que, en fait, M. Eto'o nous a ramené dans le football des gens pour faire de la propagande pro-Eto'o et non pour pour passer le vrai message aux Camerounais. Quand on prend un taxi à Yaoundé, à Douala et partout ailleurs, le taximan et tout le monde vous dit « Mais hier, on ne paye pas les salaires. Aujourd'hui, on paye déjà. » Ça, c'est parce qu'au Cameroun, on a l'impression que quand 1000 personnes disent la même chose au même moment, c'est forcément vrai. Et si vous êtes seul à dire le contraire, vous êtes dans le faux. Non, je suis au quotidien au contact avec les footballeurs camerounais. Je vous promets que il n'y a pas un club au Cameroun qui paye de façon régulière 200 000 francs de minimum salarial à ses joueurs sur toute la saison, ou même sur toute la période du championnat. Il n'y a aucun, je dis bien, aucun club au Cameroun. Même les plus grandes équipes, même les plus grandes équipes au Cameroun ne payent pas de façon régulière un montant salarial minimum de 200 000 francs à leurs joueurs. Aucun de ces clubs camerounais aujourd'hui, première division, aucun ne le fait. Est-ce que toute cette responsabilité est à remettre
Et à dire, ok, c'est Samuel Eto'o, c'est à cause de Samuel Eto'o. J'explique. Puisque des fois, on a l'impression que Samuel Eto'o veut travailler et que beaucoup d'acteurs sont contre lui, l'empêchent de faire un pas avant l'autre. Est-ce que finalement, la façon dont fonctionne le Cameroun, avec la corruption, etc., est-ce que ce n'est pas finalement un frein à ces ambitions? Oui, c'est vrai. Le problème, c'est que nous, on a cru que M. Eto'o venait pour changer un peu de paradigme, en réalité. Le problème, c'est que le constat qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'il est en train de perpétuer ces mauvaises pratiques et même en train de les envenimer. Ok, vous voyez un peu. Lorsqu'on dit aux gens que les joueurs sont payés, c'est parce que le président de la fédération est venu à fixer le salaire minimum à quoi? 200 000 francs. Ok. Et on explique au public régulièrement qu'il y a des mesures qui ont été édictées par la fédération pour que les clubs puissent bénéficier de l'argent qui leur permet de payer les joueurs. Ok. Le problème donc aujourd'hui, c'est que ces mêmes clubs à qui à la fédération on dit avoir donné de l'argent, les clubs vous disent qu'ils ne reçoivent pas l'argent. Mais comme il y a une milice cybernétique qui est là pour distraire l'opinion, ok, de la vérité, tout le monde pense que les joueurs sont véritablement payés. Or, il y a de cela quelques jours, 12 présidents de clubs se sont regroupés dans un collectif pour écrire à tous les sponsors de la fédération, MTN, Tiof, OneXBet, pour leur dire que depuis des années, ils ne perçoivent rien de l'argent que ces sponsors-là donnent pour le championnat auquel ils participent. Est-ce que ces présidents sont fous? Parce que les gens disent que les présidents prennent l'argent, ils partent construire des maisons chez eux, partent faire des voyages en Europe, partout ailleurs. Est-ce qu'ils sont donc fous d'aller dire aux sponsors, parce qu'ils ont d'abord écrit à la fédération, maintenant ils sont grippés d'un cran pour dire qu'on va écrire aux sponsors. Est-ce qu'ils sont fous d'aller écrire à ces sponsors-là pour leur dire qu'ils ne perçoivent pas l'argent que les sponsors donnent? Est-ce qu'ils étaient fous d'aller écrire à l'État du Cameroun via le ministre des Sports pour dire que la subvention que l'État donne pour les salaires des joueurs, ils ne la perçoivent pas? On est en droit de se poser la question de savoir où va donc cet argent-là qui n'est pas payé au club depuis 3 ans aujourd'hui? Où est-ce qu'il va? Est-ce qu'on n'est pas en droit de se dire que c'est du détournement? C'est une accusation? Non, je pose des questions, je m'interroge. S'il y a de l'argent qui est destiné à payer, à être reversé au club pour qu'il paye les joueurs, et qu'on estime qu'on ne le reverse pas au club parce qu'ils n'ont pas justifié les paiements des joueurs, où va donc cet argent qu'on ne paye pas au club depuis 3 ans? Est-ce qu'il y a une caisse est-ce qu'il y a une poche dans les caisses de la fédération qui est intitulée argent non versé au club pour non-justification? Je ne pense pas. On a tout récemment vu une partie du budget de la FECAFOOT avec inscrit par tous les postes de dépenses, tous les postes de dépenses de ce budget-là. À aucun endroit, je n'ai vu qu'il y a un argent qui est resté de ce qu'on devait payer au club pour les salaires des joueurs et qu'on a gardé quelque part. D'ailleurs, je demande encore aujourd'hui qu'on nous publie aussi la partie consacrée aux recettes de la FECAFOOT. On ne publie pas ça. Et quand tu dis ça aux Camerounais, ils vont te dire que non, et tu ne dois rien justifier, ils ne doivent rien dire à toi, il coule. Ok, qu'ils ne me disent pas. Mais qui disent au moins à ses membres de son comité exécutif minimalement? Mais justement, il y a une milice cybernétique, pour ne pas dire une milice portée par les médias comme le vôtre, qui récemment ont insinué que Eto'o détournait les fonds, que Eto'o avait besoin de puiser dans les caisses pour pouvoir vivre. Alors, par l'humour qui le caractérise, Samuel Eto'o s'est baladé sur les réseaux sociaux en montrant un peu quelques vidéos, quelques photos de ces différentes demeures pour rassurer les Camerounais qui s'inquiètent de son état financier. Est-ce que c'est suffisant pour rassurer les Camerounais? Vous pensez vraiment que c'est suffisant pour rassurer les Camerounais? C'est ça. Non. Je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut clarifier ici. Nous, au sein de la rédaction de ces fautes, n'avons jamais dit que M. Eto'o est pauvre. Eto'o, c'est un joueur qui a une carrière assez importante, qui a touché beaucoup d'argent. Le meilleur joueur camerounais. Et voilà, de tous les temps certainement aussi. Et on ne saurait dire que ce monsieur est pauvre aujourd'hui. Vraiment le dire, c'est le débat du quartier. Et moi, je ne le fais pas. Je ne fais pas le débat du quartier. Ok? Ce que nous disons, c'est qu'il ne faudrait pas que les gens dans l'espace public viennent le faire passer pour quelqu'un qui est venu trouver la fédération camerounaise de football dans la boue et sans argent et qu'il y met son propre argent pour financer le football. Ça, c'est faux. Ça, c'est très faux. Il faut qu'on écarte cette hypothèse-là. Mais Denis Sekoul, est-ce que par exemple, récemment au Maroc, vous avez interviewé Marbrice dans un contexte qui n'avait rien à voir avec Samuel Eto'o.
Le coach de Léon a quand même déclaré que nous n'avons pas peur. Nous n'avons pas peur de Samuel Eto'o. Est-ce que finalement, ce n'est pas de l'harcèlement pratique? Oui, mais ça vous montre à quel point le cancer, il est énorme. Mais quel est le contexte de cette sortie de Marcus? Nous n'avons pas peur de Samuel Eto'o. Quel est le contexte? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais je pense que, avant de revenir sur le contexte, je commence par la fin en vous disant que Marc Brice, en réalité, c'était une façon d'affirmer son ras-le-bol. Okay? Son ras-le-bol. C'est le ras-le-bol de quelqu'un qui a subi beaucoup de choses et qui a craqué à un certain moment. Alors, vous parlez du contexte. Oui, Marc Brice vient devant nous, après avoir passé beaucoup de temps devant d'autres médias, notamment la CAF, devant les médias de la CAF, ensuite d'autres médias internationaux où il s'est arrêté pour des interviews. Ensuite, il arrive chez nous et c'est moi qui ai la charge de l'interviewer. Je pose une première question d'ordre général sur la peau du Cameroun. Il répond. Je pose une deuxième question encore sur la préparation d'équipe, où j'estimais que voilà, la phase qualificative s'est passée avec beaucoup de péripéties, beaucoup de problèmes. Et je lui demandais s'il souhaite véritablement qu'avant la CAN, qu'il y ait une sorte d'apaisement dans l'environnement. Il a dit effectivement, il n'a pas de problème à cela, il veut vraiment que les choses soient apaisées. Bon, par la suite, mais je l'ai senti dans sa réponse gêné. Quand même gêné parce que il avait un message à passer. Mais je ne lui posais pas la question qui permettait qu'il passe son message, malheureusement. Et c'était fait exprès parce que j'estimais qu'on est en pleine période après un tirage au sort. Ça ne sert à rien de ramener les polémiques de chez nous, de ce côté-là. Et donc, je lui pose la question sur la peau du Cameroun encore, en disant qu'il y a la Côte d'Ivoire qui est quand même tenant du titre, le Gabon qui est un voisin, et donc c'est un derby et tout. Et donc, c'était un gros challenge, n'est-ce pas, que d'affronter la Côte d'Ivoire. Alors, le mec, qui dans sa tête a certainement, du fait de tout ce qu'il a traversé pendant les éliminatoires, et même pendant ces quelques jours qu'il a passé à Rabat au Maroc, lors de ce tirage au sort, du fait de tout ce qu'il a subi pendant tous ces deux moments-là, il vous dit clairement que, en termes d'adversité, certes, il y a la Côte d'Ivoire, mais l'autre adversaire, c'est dans la maison. C'est dans la maison et il a évidemment nommé en disant on n'a pas peur de la Côte d'Ivoire, on n'a pas peur d'Eto'o. Donc, et je comprends pas le procès qu'on fait à Marc Brice. Pourquoi? Parce que très souvent, même dans les débats, partout où on est, on peut vous poser une question, ok? Et vous permettez quand même une petite digression pour pouvoir répondre à un autre aspect sur lequel on ne vous a pas interrogé pour revenir à la question qu'on vous a posée. Ça se fait régulièrement. Oui, okay? Mais maintenant, Marc Brice l'a fait, et je l'ai expliqué tout à l'heure en vous disant que c'est l'expression d'un ras-le-bol. C'est quelqu'un qui se sent... Mais vous imaginez que Marc Brice est arrivé en Côte d'Ivoire pour le tirage au sort, il n'a pas vu le président d'Africa Foot. Alors que le même soir, en veille du tirage au sort, moi j'étais à l'hôtel des coachs et à l'hôtel des sélectionneurs, où j'ai vu Yacine Idriss Diallo venir saluer la team Côte d'Ivoire. J'ai vu d'autres présidents de fédération venir le faire. Vous savez bien qu'il y a un passif autour de... C'est pas comme si les relations étaient... Oui, mais quand on est à l'extérieur, on range d'abord les armes, minimalement. Et on dit souvent que celui qui met fin à la guerre, c'est le plus fort. Vous voyez? Et le plus fort, heureusement pour nous, c'est Samuel, qui est quand même le président de la fédération. Et donc, c'est à vous de peut-être montrer la voie de l'apaisement en essayant de... voilà. Mais qu'est-ce qu'on a vu récemment encore? C'est le commerce qui écrit au ministère des Sports pour dire qu'ils ne veulent pas de Marc Brice. C'est dire qu'en réalité, ce que les gens disaient autrefois sur le fait que la fédération joue contre les intérêts des Lions Indomptables est peut-être vrai. Parce que si un mec vous qualifie pour la Coupe d'Afrique des Nations avec autant de brio, malgré le contexte simultané dans lequel vous l'avez inséré et intégré, et qu'on soit à quelques mois de la CAN, et que tout ce que vous trouvez de bien à faire, ce n'est pas de militer pour l'apaisement, mais c'est de dire qu'il faut qu'on l'écarte. Alors qu'on voit tous l'embellie qu'il y a au niveau du jeu. C'est très grave. Ça montre que quelque part la fédération, depuis ce temps-là, c'est clair qu'elle a joué contre les intérêts des Lions Indomptables. Et pour moi, sincèrement, cet acte-là, d'aller dire qu'il faut qu'on écarte Marc Brice, c'est clairement un acte d'hostilité envers la patrie. C'est un acte d'hostilité envers le Cameroun. Pourquoi? Parce que le mec, les résultats sont là, il les a produits. Ils sont probants, ils sont clairs, ils sont évidents. Tout le monde sait que le Cameroun joue nettement mieux qu'il y a 1 an, qu'il y a 2 ans. On est qualifié pour la CAN. Le mec est en train de bâtir un projet pour aller nous remporter la CAN. On va leur faire une meilleure performance que la calamiteuse CAN qu'on a faite du côté de la Côte d'Ivoire. Et vous, tout ce que vous trouvez de mieux à faire, c'est de briser cette dynamique-là. Avec tout ce que cela va impliquer comme conséquence. Parce que, voilà, si on écarte Marc Brice, évidemment que financièrement, il gagnera quelque chose comme plus de 500 millions de francs CFA. Et donc, on s'en fout même de l'argent du contribuable.
Et donc, moi, je considère tout ça comme un acte clairement d'hostilité envers la patrie. Oui, mais là, vous savez très bien que l'animation de Mabé, ça a été fait dans des conditions particulières. Est-ce que finalement, même quand on regarde l'actualité du football camerounais, il n'y a pas une vraie ingérence politique dans la gestion des choses? Mais l'ingérence politique dans le football, dans les nations africaines, n'est plus à démontrer. D'ailleurs, la FIFA elle-même, quelque part, est d'accord avec cela. Les nations africaines n'ont pas suffisamment d'argent pour financer leur football. Et donc, l'État, dans chaque pays africain, est dans l'obligation de mettre un peu d'argent pour pouvoir financer le football sur le continent africain, dans les fédérations. Est-ce que vous savez que la plus grande partie du budget de la fédération est apportée par l'État du Cameroun? C'est-à-dire quand on regarde toutes les activités qui doivent être du ressort de la fédération camerounaise de football, les dons indomptables et tout ce que cela comporte, les championnats nationaux, toute l'organisation du football dans sa globalité. La plus grande partie de l'argent qui est injecté dans le football est issu des caisses de l'État. Récemment, vous l'avez vu dans le discours du chef de l'État, d'ailleurs ces deux derniers discours, 2024 et 2025 dans son adresse à la nation, il a toujours insisté là-dessus en disant que l'État concentrait beaucoup de moyens qu'il injectait dans le football et était en droit d'attendre des résultats. Donc c'est pour vous dire que la question de l'ingérence de l'État ou alors des États dans la gestion du football en Afrique, pour moi, ne devrait pas faire débat. Lorsqu'on organise une CAN au Cameroun, avec qui est-ce que la CAF dit? Pas avec la fédération, c'est avec l'État du Cameroun. Parce que la fédération n'a pas les moyens de construire les stades. Quand on veut la sécurité pour les matchs, c'est les policiers et autres de l'État du Cameroun qu'on déploie aux alentours des stades. Donc, je ne comprends pas. Les stades d'ailleurs au Cameroun appartiennent à qui? À l'État du Cameroun. Donc, la question de l'ingérence de l'État, c'est une sorte de truc qu'on brandit au jeu des gens lorsqu'il faut manipuler l'opinion publique en réalité. Mais l'actualité d'ailleurs ces jours-ci, c'est quoi? C'est que l'État du Cameroun a décidé de payer une dette. De 1 milliard. 1 milliard et un peu plus, 1,2 milliard à Antonio Conceição, l'ancien sélectionneur que le président de la FECAFOOT avait limogé contre la volonté du ministre des Sports. Et aujourd'hui, qui paye ça? C'est l'État qui paye. Alors, comment vous voulez donc qu'un État qui paye les dettes de la FECAFOOT ne s'ingère pas dans la gestion de la FECAFOOT? Est-ce que ça n'a pas de sens? Ça n'a nullement de sens. Et ce n'est pas tout. Il y a la dette du coq sportif qui arrive. Le contrat du coq sportif a été aussi résilié de façon unilatérale. Donc, à un certain moment, on va devoir encore payer des milliards au coq sportif. Et qui va payer ça? Est-ce que cette fédération a de l'argent pour payer tout cela? Si vous pouvez donner des conseils à Samuel Eto'o, président de la FECAFOOT, quels sont les 3 premiers conseils que vous lui donnez aujourd'hui? Oh, c'est assez fort. Déjà, je n'ai pas pour vocation de lui donner des conseils. Puisque vous voulez le changement, puisque vous estimez qu'il ne fait pas correctement son travail, s'il fallait lui dire, ok, voici les 3 premiers points d'amélioration du football camerounais, les 3 premières choses à faire, vous lui demanderez de faire quoi? La première des choses que je lui demanderais de faire, c'est d'abord d'être beaucoup plus, d'être fort comme mot, un peu plus honnête dans la gestion. Parce que quand vous faites la comparaison entre ce qui a été promis, ce qui est fait aujourd'hui, et vous y ajoutez aussi les discours qui sont tenus dans l'espace public, vous avez l'impression qu'il y a toute une mécanique qui est mise en œuvre pour convaincre les Camerounais à accepter que les choses sont bien faites alors qu'elles ne sont pas bien faites. Et ça traduit une sorte de malhonnêteté quelque part. Ok? Parce que quand on est honnête, on doit savoir reconnaître qu'ici on a mal fait et on travaille pour pouvoir améliorer ce qui est mal fait à ce niveau-là. La deuxième des choses que je lui demanderais de faire, c'est d'écouter beaucoup ceux qu'il a nommés et qu'il estime qu'ils peuvent lui apporter quelque chose. Parce que vous ne pouvez pas nommer des gens et les mettre dans une posture où leur avis ne compte pas. Vous voyez? Par exemple. Aujourd'hui, à la fédération, le sentiment qu'on a, moi, il y a beaucoup de décisions que je vois à la fédération. Et quand je regarde vraiment ces décisions, je me dis, est-ce que telle personne dont cette décision émane du département est vraiment derrière cette décision-ci? Une personne dont tu connais la compétence, tu sais que telle personne, je vais pas citer nom pour ne pas susciter, voilà. Tu sais que telle personne dans un domaine X est suffisamment compétente parce que tu l'as vu agir ailleurs. Mais tu vois une décision qui est prise dans son département. Et tu te demandes, est-ce que c'est vraiment lui qui a pris cette décision? Et donc, le sentiment que tu as directement, c'est que le président de la FECAFOOT, en fait, n'écoute pas suffisamment ce qu'il nomme pour réaliser certaines missions dans cette fédération-là. Et d'ailleurs,
celui qui l'a très bien illustré et dénoncé autrefois, c'était M. Henri Galakouane, qui était le 4e vice-président de la Fédération camerounaise de football et chargé du marketing à cette fédération-là. Pour peu qu'il ait demandé le contrat de One All Sports, on lui a coupé la tête. Vous êtes responsable d'un département comme le département marketing, mais vous n'avez pas accès au contrat, à l'un des contrats les plus importants de votre département. Et quand vous posez des questions, on estime que non, vous ne devez pas poser des questions. Ça veut dire qu'en fait, le président nomme des gens juste pour la figuration, mais pas parce qu'ils peuvent lui apporter quelque chose avec leurs compétences. Donc pour moi, ça c'est une chose. L'autre chose, et qui est aussi très importante, c'est d'essayer d'assainir les rapports avec les différents acteurs du football. Quand je parle d'acteurs du football, je parle d'abord de ses collaborateurs, strictement, direct. Je parle des clubs, de clubs. Je parle de la presse sportive en l'occurrence. Je parle des académies, en fait de tout ce qui tourne autour du football. Le sentiment qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on s'est complètement inscrit en porte-à-faux avec les annonces d'unité et d'union autour du football camerounais qu'on nous avait vendu lors de la campagne. Monsieur Eto'o était venu en nous disant qu'il est venu pour réunir le football, les acteurs du football. Mais le sentiment qu'on a aujourd'hui, 3 ans plus tard, c'est que le tissu du football camerounais n'a jamais été plus déchiré aujourd'hui que par le passé. Il n'y a qu'à voir les procès qu'il y a partout. Vous connaissez peut-être des plus grands procès avec les teams internationales ou alors les acteurs internationaux comme le sélectionneur, mais vous ne connaissez pas les procès qu'il y a en interne dans le football camerounais entre des petits acteurs. Aujourd'hui au Cameroun, il y a plus de 150 à 200 clubs qui ont disparu. Seulement parfois pour des questions d'humeur du président, seulement parce que le président a des problèmes peut-être personnels hors fédération avec X ou Y qui est président d'un club et il fait disparaître son club, seulement parce que, je ne sais pas, en fait, fédération c'est fédérer. Une fédération, c'est fédérer, c'est de rassembler, parce que la fédération c'est pas les 4 murs du Tinga, ou alors M. Eto'o. La fédération c'est les acteurs du football qui décident de se mettre ensemble, de se fédérer pour l'intérêt du football. Mais le sentiment qu'on a aujourd'hui, malheureusement, c'est que les acteurs sont complètement écartés, ok, et qu'il y a une sorte de groupuscule de personnes qui n'ont même pour certains pas de rôle officiel à la fédération et qui gèrent les affaires du football. Donc, je pense que cette troisième chose, je l'ai dit tout à l'heure, c'est d'essayer d'unir un peu les acteurs du football, de rassembler les acteurs du football et d'avoir une gestion un peu moins rancunière, un peu moins émotive, ok, de la fédération. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que le président dans sa tête se dit qu'il a la milice cybernétique, il a le peuple qui l'aime beaucoup, qui est avec lui. Et donc, on peut prendre des mauvaises décisions. Et quand les conséquences vont arriver, le peuple va dire « Ah, tout ce qui est tout fait, bon. » Et c'est bon, ça passe, ça va. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, au Cameroun, on n'aura pas de Camerounais, ou même, oui, de Camerounais au niveau du COMEX de la fédération, simplement parce que monsieur était parti concurrencer un compatriote qui était déjà. Est-ce que c'est normal? Mais monsieur est cool. Allez-y. Quand vous vous opposez à une personnalité comme Eto'o, qui est une légende, je ne suis pas opposant. C'est un peu ce que vous êtes. Moi, je ne suis pas opposant, je ne m'identifie pas comme un opposant, je suis un journaliste qui fait son travail, qui critique. Et d'ailleurs, c'est ce que j'aime le plus faire. J'aime être dans l'opinion, dans la critique, je m'y plais. Et voilà, je ne me considère pas comme un opposant. La preuve, c'est que quand c'est bien fait, je sais aussi dire que c'est bien fait. Disons donc, quand vous posez un volume important de critiques à l'envers de Samuel Eto'o, qui est des gens camerounais, est-ce qu'il n'y a pas des Camerounais justement qui vous en veulent au point de peut-être menacer votre vie? On a eu des cas récemment, des véritables drames des journalistes qui sont exprimés d'une certaine façon et ça s'est mal terminé. Pour une personnalité comme Eto'o, où il y a beaucoup de clivages, où il y a beaucoup de gens qu'on appelle d'ailleurs le pasteur, est-ce que les Camerounais ne vous menacent pas? Est-ce que les gens dans la rue ne vous prennent pas à partie? Est-ce qu'on n'est pas peur pour votre vie et pour celle de vos proches? Avoir peur, non. La peur ne fait pas partie de mon fonctionnement au quotidien, non. Je n'ai pas peur. Par contre, je connais le danger que je cours à travers les critiques que j'adresse à la mort de M. Eto'o, qui est quelqu'un de très respecté, quelqu'un de très généreux, quelqu'un qui a changé beaucoup de vies de beaucoup de personnes. Et donc, je peux comprendre que cette personne-là soit dans une posture du genre à ne pas comprendre qu'on puisse critiquer un mec qui est autant généreux. Le problème, c'est qu'on n'est plus dans le stade de la générosité du joueur ou alors du Camerounais.
on est dans un cadre strictement professionnel d'un président de fédération face à un journaliste. Maintenant, est-ce que j'ai pas peur? Je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai pas peur. Mais je sais pertinemment qu'il y a des gens qui m'en veulent, qu'il y a des gens qui, s'ils me rencontrent, vont me regarder bizarrement, vont me regarder maladroitement. Il y a des gens qui me lancent des mots quand je passe en route. Il y a des gens qui sont tentés de m'agresser. D'ailleurs, vous savez qu'à plusieurs reprises, il y a des gens pour des raisons, parce que je critique Eto'o, estiment que je dois plus entrer dans les stades, que je dois plus faire ci, je dois plus faire ça, que je dois plus marcher au Cameroun. Donc, il y a des radicaux comme ça. Est-ce que vous recevez des menaces, par exemple? Je reçois des menaces. Même sur Facebook, des gens écrivent tous les jours, je veux te voir mort. Tu vas mal finir. Si je te rencontre, je vais... Oui, je reçois des menaces, c'est vrai. Mais j'estime que ces menaces ne doivent pas prendre le dessus sur la noblesse du métier, sur la noblesse de l'engagement, de mon engagement, incroyable, sur la noblesse de mes convictions que je trouve, permettez la répétition, que je trouve nobles. Je ne suis utilisé ni instrumentalisé par personne. Ce que je fais, je le fais par conviction. D'ailleurs, j'ai été autant critique avec l'ancien exécutif, à la seule différence que l'ancien président n'était pas une star. Et donc, les TikTokeuses qui parlent de football aujourd'hui n'en parlaient pas hier. C'est un peu ça. Donc, non, j'ai pas peur pour ma vie. Peut-être ma famille m'appelle souvent pour me dire que, mais gars, tu vois pas que là, tu dois baisser un peu parce qu'on va te suivre, on va te faire ça, on va te faire ça. Et je leur dis toujours que chaque fois que quelqu'un naît, il est suffisamment vieux pour mourir. Et donc, moi, je n'ai pas peur de mourir. Si on veut me faire du mal, qu'on me fasse du mal. Mais je serai mort pour une bonne cause. C'est ce que je dis toujours aux gens. Je serai mort pour une bonne cause. Et donc, peut-être pour sortir de cette question-là, je pense que rien ne doit ébranler notre motivation à mener un bon combat. Vous voyez? Il y a des gens qui ont mené des bons combats par le passé. Ces combats-là ont permis que nous puissions nous exprimer aujourd'hui. D'aucuns ont été tués, d'aucuns ont été kidnappés, d'aucuns ont été contraints à l'exil. Et donc, je pense que nous devons perpétuer cette façon de faire-là, en nous aussi, à notre niveau, essayant de faire bouger les lignes. Et Dieu seul sait combien, c'est Foot et moi, et nous, toute l'équipe, faisons bouger les lignes dans le football camerounais. Nous le faisons. Les gens sont peut-être, je n'ai pas envie de dire malhonnêtes, ce serait très gros, ok? Mais les gens refusent de l'accepter. Mais aujourd'hui, dans le football camerounais, si tu n'as pas ces foot, il y a un gros problème. Il y en a d'ailleurs qui me disent pour sortir que si ces foot n'existaient pas, il aurait fallu l'inventer, le créer. comme Dieu. Par exemple. Je peux confirmer quand même de la popularité de ces foot parce que voilà, je voyage un peu à travers le monde. Et dans chaque pays, je passe où il y a une communauté camerounaise, je vois systématiquement les uns les autres devant les Il y en a qui aiment et d'autres qui n'aiment pas. Il y a un véritable clivage et tout le monde est toujours en train d'en débattre et c'est très bien. Et voilà, les Camerounais, on ne peut que, en tant qu'entrepreneur, on peut que féliciter notre entrepreneur comme vous, c'est cool. D'avoir créé un tel média qui suscite autant d'engouement. Tout le mérite revient à toute l'équipe. Aujourd'hui, nous sommes en 2025. L'élection présidentielle arrive, une période qui est toujours assez compliquée au Cameroun. On a des fois l'impression que ce débat de Dibou et d'Églisien éloigne les Camerounais de leur véritable situation au quotidien. Quelle est votre position par rapport à ça? Est-ce qu'il ne faudrait pas de temps en temps se concentrer sur les choses sérieuses? Et qu'est-ce que d'ailleurs vous pensez de l'élection qui approche? Oui, mais déjà, il faut faire la précision et rappeler aux Camerounais qui nous suivent actuellement et à tout le monde que le débat Ibou-Églisien, c'est-à-dire les notions de Ibou-Églisien, ont été créées par l'actuel président d'Africa Foot. Lors d'une interview. Vous avez le problème. Oui. Non, pas mais c'est lui qui a créé cette nomenclature-là, cette appellation. Okay, très bien. Dans une interview sur Canal 2, c'est lui qui a dit Monsieur Tongué, ne faites pas comme c'est Ibou. C'est de là qu'est parti le nom Ibou dans l'univers du football. Donc c'est aussi à mettre à son crédit, si vous voulez. Est-ce que vous acceptez le terme est-ce que c'est les gens qui disent que vous êtes le père des Ibou? Oui, peut-être parce qu'aujourd'hui, quand on parle de football au Cameroun, il est difficile d'en parler sans évoquer le nom d'Ikoul, qui est aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, une voix importante dans le football camerounais. Quand il y a une situation, les Camerounais, dans leur très immense majorité, veulent l'avis d'Ikoul. Ils veulent entendre ce que je pense de cette situation-là. Donc, c'est comme ça. Donc, je ne me considère pas comme le père des Ibou, mais il est clair que ma voix compte désormais. Et donc, voilà, c'est l'appellation des autres. Ce n'est pas mon appellation à moi, ce n'est pas moi qui me suis identifié comme étant le père des Ibou. S'ils le disent, ben, ça les engage. Moi, je suis un modeste journaliste qui fait son travail. Maintenant, pour revenir sur l'actualité, comme vous l'avez demandé tout à l'heure, nous sommes dans une période très sensible de notre histoire. Et je pense que le peuple doit pouvoir décider de son destin. C'est vrai, vous l'avez dit tout à l'heure aussi, le football vient un peu nous distraire. Vous voyez, vient un peu nous écarter des vrais problèmes qui sont liés à la gestion de la cité de façon globale. Moi, personnellement, je pense qu'à un certain moment,
lorsque quelque chose dure, vraiment longtemps, elle peut plus être productive. J'ai peut-être un devoir de réserve par rapport à cela, mais quand vous interrogez, il coule le citoyen, et pas forcément, comme cette question concerne, il coule le citoyen et pas forcément le journaliste. Le citoyen, il coule pense que lorsqu'un pouvoir dure, il n'est plus productif. Il devient même dangereux pour la société, pour les populations, pour tout le monde. Il faut être malhonnête pour ne pas admettre que le pays va mal. Les routes ne sont pas bonnes, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de bonnes écoles, il n'y a rien, c'est la catastrophe, il y a de l'insécurité. Ça ne va pas en fait. Je ne peux pas citer 2 domaines au Cameroun qui vont très bien. Et quand ça ne va pas, il y a un responsable. Et ce responsable-là, on est en droit de lui demander des comptes. Okay? Alors, le problème aujourd'hui au Cameroun, c'est que le responsable a fait le temps qu'il a fait, qui est un temps assez important. Et moi, je pense qu'il ne serait pas maladroit de passer à autre chose aujourd'hui au Cameroun. C'est ma position, moi, en tant que citoyen camerounais. Je pense que d'un point de vue politique, on devrait pouvoir passer à autre chose déjà dès 2025. Je pensais que moi, je suis à l'aise d'entendre que l'un des principes démocratiques, ça je l'ai appris à l'école, l'un des principes de la démocratie, c'est l'alternance au pouvoir. Et que depuis plus de 40 ans, je n'étais même pas encore né, qu'on ait toujours les mêmes personnes qui gèrent. En fait, ça remet en question mais ce que j'ai appris à l'école. Je me demande, est-ce qu'on est donc en démocratie au Cameroun? Donc, quelque part, ce n'est pas pour dire que des gens n'ont fait que ce qui est mauvais. Non. Vous savez, le chef d'État, c'est quelqu'un pour qui nous avons tous du respect, que nous avons tous scandé son nom à un moment. Même quand on était tous jeunes, Paul, bien notre président, on l'a chanté à un moment. Mais j'ai l'impression, moi, mon père aujourd'hui, il a quoi? Mon père est né en 1943, il a 81 ans, ok? Et il n'est plus en capacité de gérer ma famille à moi, qui n'a que peut-être 100, 200 membres. Et combien de fois quelqu'un qui a plus que cet âge-là et qui doit gérer un pays majoritairement constitué de jeunes? Donc moi, je pense qu'il est temps qu'on passe à autre chose, qu'on découvre autre chose, que de nouvelles énergies viennent et essaient de nous apporter une nouvelle vision, une nouvelle façon de faire et que le pays avance simplement. D'accord, c'est particulier ce que vous dites, parce que des fois on a l'impression que ce débat footballistique, c'est exactement le même débat qu'on a dans la politique. Un véritable parallèle, ça veut dire qu'il y a peut-être les fans des tours et les fans du gouvernement qui vont aller ensemble, et les deux oppositions aussi qui vont aller ensemble. Oui, mais le problème c'est au niveau de la mauvaise foi des Camerounais. Vous savez, le Camerounais... Est-ce qu'Eto'o peut être considéré comme un dictateur? Est-ce qu'Eto'o peut être considéré comme un dictateur? Bon, déjà il faudrait pouvoir redéfinir ce que c'est que la dictature. Mais je sais quand même, c'est mon opinion à moi personnellement, qu'il fait quand même montre d'une forme d'autoritarisme dans la gestion à la fédération. La preuve, c'est qu'il est adverse à la contradiction. Okay? Pour peu que vous ayez des avis contradictoires aux siens, il vous considère comme un adversaire. Alors que pour un démocrate, on écoute les contradicteurs et on tient compte de ce qu'ils disent sans en faire une sorte d'adversité. Moi, aujourd'hui, je suis interdit d'accès à la fédération de football. Parce que j'ai des opinions qui ne vont pas dans le sens de ce que M. Eto'o attend. Par contre, il y a des gens qui passent la journée à chanter son nom, à scander son nom, et qui ont accès carte blanche à la fédération, qui ont tout ce qu'il faut de la fédération. Je n'entends rien d'eux. Mais j'attends qu'on ait un environnement qui soit sain, de façon à ce que chacun puisse faire son travail, et que la fédération, qui est une institution, disons publique, disons-le comme ça public, parce que c'est la fédération du Cameroun, soit ouverte à tous les Camerounais, indépendamment de leurs opinions. Mais si on veut blacklister des gens pour leurs opinions, ça veut dire que ça peut quand même quelque part s'apparenter à de la dictature. Et voilà, c'est ma réponse. Ok, Denis. Et quand en fait on regarde d'ailleurs c'est la question qu'on pose à tous nos invités, beaucoup de personnalités qui ont changé le monde. Je pense à Martin Luther King, je pense à Thomas Sankara, ont toujours déclaré à un moment de leur vie qu'ils se sentaient incompris. Est-ce que toi, Denis Sikolo, aujourd'hui, tu te sens incompris dans l'écosystème camerounais? Non, je ne suis pas incompris. Je ne suis pas incompris dans l'écosystème camerounais. Vous savez, je reçois beaucoup d'appels de beaucoup de personnes et les gens ne le savent pas. À la Fédération camerounaise de football, je parle avec tout le monde, sauf le président d'Africa Foot. J'ai des rapports, de très bons rapports avec, je dis, tout le monde. Je les critique tous les jours. Hein. On a de très bons rapports. Les employés, on a de très bons rapports. Donc, je ne suis pas incompris. Je suis bien compris. Le problème, c'est qu'il y a des nihilistes au Cameroun. Il y a des fanatiques aussi. Okay? Les fanatiques estiment qu'on ne doit jamais critiquer leur idole. Okay? Alors que l'idole est à la tête d'une institution publique, disons comme ça.
et donc n'est pas exemple des critiques qu'on aurait pu faire à un Camerounais lambda qui aurait été à cette place-là. Ok? Donc je ne me considère pas comme un incompris, je me considère comme quelqu'un qui est pris au piège d'une population qui brille par une forme de malhonnêteté intellectuelle. C'est peut-être dur ce que je dis, ok? Mais je connais des gens qui en off me disent que gars, je suis d'accord avec toi, mais pas le lendemain à la télévision dire tout le contraire de ce qu'ils m'ont dit en off. Et c'est ça le Camerounais. Moi j'ai des débats souvent avec entre guillemets les églisiens, comme on les appelle. Et quand on s'assoit pour discuter pendant 5 minutes, ils n'ont pas d'argument. Ils vous disent rien. Et à la fin, ils se résument à vous dire que tout ce que Eto'o fait est bon. On ne critique pas Eto'o, on ne parle pas d'Eto'o. Mais il n'y a pas de consistance en fait. Ils ne peuvent pas vous opposer des arguments. Ils ne peuvent pas vous opposer des arguments. Ok? Donc, je ne me considère pas comme un incompris. Non, très loin de là. Les Camerounais comprennent bien. Ils savent qu'ils coulent et ces foot sont dans le vrai. Peut-être on y va très fort. Peut-être on y va pas de main douce, pas de main molle. Ok? Mais c'est notre façon de se faire. C'est notre ligne éditoriale, notre façon d'être voilà, box to box. Et les gens doivent comprendre ça, chacun doit rester à sa place. Moi, je vous ai dit tout à l'heure en début de cet échange que moi, je suis beaucoup les médias internationaux. Et ces médias-là, quand ils tiennent une affaire, je vous promets qu'ils ne lâchent pas l'affaire. Le follow-up est là, constant, régulier. Et ça va vraiment, ok, ça cogne. Mais quand on le fait au Cameroun, on estime que c'est de l'acharnement. Le problème, c'est au niveau du mindset des Camerounais, qui, pour certains, sont fanatiques des dirigeants de l'exécutif actuel. D'autres sont des nihilistes qui n'acceptent pas même des choses qui sont correctes et visibles de tout le monde. Et de l'autre côté, certains mendiants qui estiment que, oui, il y a la mendicité dedans. Il y a des mendiants qui estiment que, comme monsieur était très généreux, peut-être en critiquant et en insultant, il coule. Et tout va les voir un jour et leur donner quelque chose. Vous savez, aujourd'hui, ces foot donnent de la visibilité aux gens. Hein. C'est-à-dire, parler de ces foot aujourd'hui donne énormément de visibilité. Faites l'expérience. Allez sur votre page Facebook personnelle, dites Ikoul est un idiot, c'est un faux média. Vous verrez en l'espace de 5 minutes des centaines de commentaires. Ça va faire un gros buzz. Donc, c'est vous donne de la visibilité. Donc, je comprends qu'il y a aussi cette frange de Camerounais qui veulent de la visibilité et qui savent qu'ils peuvent en avoir en s'attaquant à Ikoul, en s'attaquant à ses fautes. Est-ce que je suis incompris? Non, je ne suis pas incompris. Je suis juste victime d'un Camerounais qui a mal dans la perception de la réalité de ses citoyens, qui a mal dans sa situation générale avec des citoyens qui n'ont rien et qui sont pour certains des mendiants. Dernière question, Nicole. Une réponse très très rapide. Est-ce que quand vous parlez de mendiants, des anciens internationaux comme Bernard Tutan qui ont retenu le veste après avoir critiqué tout son bien la fédération, vous parlez quand vous parlez de mendiants, vous parlez de ces gens-là, par exemple? Bernard, c'est un grand frère avec qui je discute d'ailleurs. Ça, il faut se le dire. Je parle avec Bernard. On discute souvent sur le canal de parler, d'échanger. Est-ce qu'il est mendiant? Non, il défend son ancien coéquipier. Il n'est pas objectif dans sa défense. Il n'est pas objectif dans la défense de l'ancien coéquipier. Il est complètement subjectif, comme la plupart des Camerounais qui défendent l'exécutif actuel. Ils n'ont pas d'éléments factuels. Ils ne vont pas dans les stades. Ils ne peuvent pas vous justifier clairement pourquoi est-ce qu'ils disent que vous êtes dans le faux, alors que vous leur opposez des arguments. Donc, Bernard n'est pas mendiant, mais il défend la position de quelqu'un qui soutient avec le cœur son partenaire, son coéquipier. Donc, je ne peux pas dire qu'il est mendiant. Peut-être mendiant de l'amour de Samuel Eto'o, mais peut-être pas mendiant d'autre chose, à mon avis. Mais il y a d'autres Camerounais qui sont de gros mendiants, qui, en longueur de journée... Vous pouvez mentionner ou pas du tout? Vous voulez vraiment que je mentionne? Oui, je vais mentionner. Ici, on s'est dit bon, ce n'était pas prévu, mais je vais me lancer un peu. Des mecs comme Clétous, vous connaissez? Voilà, il était animateur autrefois et subitement, il est devenu expert en football. Il explique le football à tout le monde aujourd'hui, il a fait des vidéos où, voilà, tout est bien au Cameroun. C'est les autres qui sont mauvais. Il y a lui, il y a des gens comme Na, je vois une page là, Na quelque chose, je ne sais pas trop. Ben lui aussi, ils sont là. C'est de la mendicité, frère. C'est de la mendicité. Parce qu'ils ne peuvent pas faire un débat avec votre façon objective. Ils ne peuvent pas vous donner des arguments. Mais pour eux, c'est qu'il faut protéger l'icône. Il faut. Donc, non, restons objectifs si nous sommes journalistes et disons les choses telles qu'elles sont. Denis, c'est cool. Cette interview était incroyable. Beaucoup de valeur apportée dans le podcast qu'on appelle désormais Le Continent, Chococo Aldo. Merci beaucoup. Merci à vous, c'était un plaisir. Hein. J'espère avoir expliqué certaines choses aux Camerounais. Peut-être pour certains, je suis incompris, mais je ne me considère pas comme un incompris. Je me considère comme un Camerounais qui fait son travail avec acharnement et qui fait tout pour que
la vérité et que le Cameroun surtout puisse avancer dans de bonnes conditions et que le football puisse retrouver de façon effective et pas seulement dans les déclarations toute sa grandeur. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.